Bonjour à tous et merci d'être fidèles à cette émission Visage où je vous retrouve chaque mois avec beaucoup de plaisir pour partager une heure en compagnie d'un nouvel invité. C'est un réel privilège d'avoir le temps de découvrir et de connaître plus en profondeur une personnalité. J'ai eu ce privilège en décembre en recevant Cabu, personnalité si attachante. Eh bien aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un homme tout aussi hors du commun, mais dans un autre domaine puisqu'il s'agit de sport et d'aventure. C'est un aventurier de l'extrême qui est ici avec nous. C'est Charles Edrich, mon invité, un boulimique de sport-aventure. Il a tout quitté à 45 ans pour se consacrer à son rêve d'enfant, l'aventure par l'exploit sportif. Ancien officier de marine marchande, bardé de diplômes, il crée sa société de chasseurs de tête en 1987, puis la revend en 2002. J'espère que je ne me trompe pas, Charles, vous me direz. Non. Parfait. En 2002 pour se consacrer pleinement, et quand je dis pleinement, le mot n'est pas trop fort, se consacrer à son rêve tellement espéré, tellement attendu. Mais qu'est-ce qui fait courir Charles Edrich? Voilà, ce sera ma première question. Et pourquoi avoir attendu si longtemps? Bonjour Charles Edrich, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui parce que je sais que vous êtes très pris, vous repartez encore en expédition bientôt. Oui, non, bonjour, c'est un plaisir d'être avec bonjour. vous. Donc, Merci. Alors, mes premières questions qu'on vous pose, je suppose, à chaque fois, c'est qu'est-ce qui vous fait courir comme ça? Parce que là, on n'a pas encore donné votre palmarès de tout ce que vous avez fait depuis 15 ans maintenant. Depuis, non, moins que ça. Donc, moins 10 ans. Depuis un peu, oui, j'ai démarré en 2003. En 2003, oui. Donc, c'est assez hallucinant, on va le dire, on va en parler après. Mais voilà, dites-moi juste ça. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi si tard d'ailleurs, hein? Oui. Vous n'êtes plus tout jeune, je peux le dire, vous n'êtes plus un gamin, vous êtes encore très jeune, mais bon, vous n'avez plus 25 ans ni 30 ans. Non, mais je suis comme sur le terrain de l'aventure des expéditions, je suis comme le vin. Donc, plus les années passent, plus je suis performant sur le terrain. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Vous étiez un grand sportif? Pas du tout, non. En fait, alors, ce qui s'est passé, donc oui, moi, alors, je suis passionné. Qu'est-ce qui vous fait courir? Parce que c'est pas tout d'un coup une lubie qui m'a pris à 45 ans. C'était quelque chose que j'avais donc annoncé, prévu de faire depuis on va dire que j'avais 20 ans. Oui. Ce qui s'est passé, j'ai toujours été passionné de sport avant tout et de compétition. Donc j'ai joué au tennis un petit peu, je joue toujours, je suis classé, j'adore ça. J'ai fait du ski, donc je suis moniteur de ski, j'ai fait du ski de couloir à haut niveau. Mais très vite, j'ai vu que j'avais peu de talent et qu'il n'était pas question, par exemple, de rêver à Roland-Garros ou à Flushing Meadows. Donc... Vous étiez multisport un peu, hein? Même pas, mais par contre, alors donc, après j'ai été chef de section de combat dans les chasseurs alpins, j'ai fait Saint-Cyr Coëtquidan, et là j'ai vu qu'à l'inverse de ce que je viens de dire, sur le terrain, on va dire, de l'endurance, de la rusticité, là j'avais quelques prédispositions. Donc en fait, je suis parti sur le terrain de l'aventure et des expéditions, on va dire par défaut, et j'ai choisi ma discipline où je pouvais évoluer, me semblait-il, au meilleur niveau mondial. Et puis j'ai attendu, mais quand j'ai annoncé des tas de trucs, parce que tout ce que j'ai fait, je l'avais annoncé, si vous posez la question à Patricia, ma femme, elle va vous dire, oui, mais ça fait maintenant 35 ans qu'il me parle de ça, mais personne ne croyait à mon histoire, parce que je ne faisais pas tellement de sport. Oui. Donc j'annonçais, je vais évoluer au meilleur niveau mondial sur le terrain de l'aventure polyvalente, parce que j'affiche la couleur, je dis Charles Edrich, la première phase que j'écris, Charles Edrich, numéro 1 mondial du sport-aventure. Oui. Mais tout le monde, on disait, mais attends. Alors on rigolait quand vous le disiez? Exactement. Donc, parce qu'il y a quand même l'aspect argent qui est important. Oui, on va en parler. Donc c'était strictement impossible pour moi de convaincre qui que ce soit de m'accompagner en tant que partenaire. Oui. Donc pendant 7 ans, j'ai tout financé moi-même. Donc pas de sponsor? Aucun sponsor, aucun média, aucune communication. On peut voir d'ailleurs les images du Vendée Globe, par exemple, il n'y a même pas un sticker. Donc j'ai tout financé moi-même, j'ai dépensé 4 millions d'euros. Donc encore fallait-il les avoir. Oui, donc, c'est ça, parce que vous aviez votre boîte... que j'ai introduite en bourse. Oui, c'est ça. Donc, vous étiez parti quand même avec quelque chose, mais c'était presque dommage de vendre cette société qui tournait bien. Oui, enfin, bon, après, c'est toujours pareil. Après, dans la vie, il faut faire des choix. Hein. Donc, vous l'aviez montée en 1987, cette société. Démarré en 87, oui. Donc, là aussi, parti d'une feuille blanche. Démarré, c'était pas très gros, mais enfin, ceci dit, je suis arrivé à créer des petites filiales
un petit peu partout en Europe, aux États-Unis. Introduction en bourse en 97, vendu en 2002. Donc, avec ça, je démarre, je finance tout moi-même. Vous aviez toujours ça, cette idée dans la tête Toujours dans la tête, départ, oui. hein. La seule chose que je n'ai pas respectée dans mon plan, si on peut dire, c'est j'avais annoncé que je démarrerais à 40 ans, au plus tard, et il a fallu attendre 45 ans pour démarrer, parce que donc j'ai réussi à vendre mon entreprise à 45 ans. Donc voilà. Et puis après, je suis arrivé depuis 3-4 ans. Ça demande beaucoup de travail, hein. C'est aussi une entreprise à trouver des partenaires qui financent les opérations. Quand même, vous faites financer quelques opérations. Mais j'ai oublié de signaler aussi une chose, c'est que vous avez créé, c'était aussi le but de créer une association, Respectons la Terre. Donc peut-être pas tout de suite, quand ça s'est fait quand, cette association? Maintenant, il y a 4 ans, à peu près. Un petit peu en cours de chemin. Alors pour parler justement de ce palmarès qui est absolument édifiant, qui est absolument incroyable. Vous commencez donc en 2003. Bon, je vais le dire rapidement, mais vous allez peut-être le dire vous-même, si vous voulez. Peut-être parce que moi, j'ai toute la chronologie. Vous avez peut-être oublié des choses. En 2003, par un Paris-Dakar moto, où vous prenez la 6e place en catégorie 400 cm3. Juste, vous venez de passer votre permis moto, quoi. Alors en fait, je roulais en voiture, en rallye raid. Oui. Je roule beaucoup plus vite en voiture, mais comme mon point fort, c'est la dimension physique, l'endurance. La moto, c'est beaucoup plus physique. Donc j'ai commencé, j'avais jamais touché une mobilette de ma vie, j'ai commencé par passer mon permis. Je me suis entraîné pendant 10 mois, j'ai fait que ça, tous les rallyes de Coupe du Monde. Mhm. Je roulais en motocross, très souvent sur un terrain de motocross au Muro. Et donc voilà, ça a été la première aventure. Il faut savoir que le Dakar moto, ça reste quelque chose de très physique. Oui, j'imagine bien. Oui. Et toujours en 2003, record de vitesse en équipage à la voile pour la traversée de la Manche, en monocoque, hein, c'est ça, en équipage, donc Douvres-Calais. 2004-2005, Tour du monde à la voile en solo, 122 jours en solitaire, sans escale, pendant le Vendée Globe. Mais alors, vous n'êtes pas dans le Vendée Globe, vous ne faites pas partie des équipages du Vendée Globe. Hein. Alors, j'ai l'histoire, donc je me qualifie avec la Transat anglaise en solo. Je suis sur la liste de départ du Vendée Globe. Et justement, pour une question d'argent, c'était un bateau que j'avais loué. Je démate juste avant. Donc, j'ai pas la trésorerie pour honorer donc quelques loyers, et le propriétaire du bateau décide d'essayer de louer le bateau à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai le choix soit d'engager les procédures juridiques, mais qui allaient prendre pas mal de temps et la course allait partir, soit de partir à la sauvette, à la cloche de bois. C'est ce que je fais, et je pars avec un mandat d'arrêt international contre moi. Je précise que j'ai fait le tour exactement dans les circonstances de la course, et j'ajoute quand même qu'à l'arrivée, après quelques procédures juridiques variées diverses, j'ai gagné sur toute la ligne. Et pourquoi un mandat d'arrêt international ? J'avais pas honoré donc quelques loyers, le propriétaire et toutes les garanties possibles. Donc il faudrait en parler à ma femme, mais l'ambiance était extrêmement tendue. Tous les comptes bloqués. Donc j'étais obligé, pour ceux qui ont vu le film Solitaire, en plus, de regarder la carte pour faire attention sur le parcours du Tour du Monde, de naviguer en dehors des eaux territoriales pour être certain de ne pas me faire arraisonner au large des Canaries ou au retour, par exemple, au Cap Horn. Donc voilà. Ah oui, donc vous partiez quand même comme ça. Là, c'est vraiment complètement aventureux. Vous aviez des notions de voile quand même. Alors oui, alors ça, disons, de voile très peu. Mais par contre, ma première formation et mon premier métier, j'étais officier de marine marchande. Ah oui, bien sûr. Donc j'avais jamais fait une régate de ma vie. La voile, je connaissais pas beaucoup, donc je m'étais quand même un petit peu entraîné avec ce bateau, c'est les bateaux du Vendée Globe, les 60 pieds open. Oui. Mais par contre, tout ce qui était navigation, météo, on va dire, aujourd'hui c'est des bateaux qui sont très techniques, donc il y a de l'électronique, de l'asservissement, des pilotes automatiques, donc tout ça, avec mon métier d'origine, j'ai arrivé à me mettre à niveau assez vite. Donc un peu sur le coup, vous êtes parti sans beaucoup d'entraînement. Sans beaucoup d'entraînement, notamment parce que donc ce dématage, mais ça c'est dématé, ça fait partie aussi de la règle. Mais j'ai pas trop prévu en fait j'ai dématé sur la Transat Jacques Vabre. Donc vous arrivez quand même au bout. J'arrive au bout, après 122 jours.
Donc très content. Mais j'ai eu une pression terrible, notamment dans les mers du Sud. Parce que s'il m'arrivait, donc j'étais pas assuré, donc évidemment j'étais hors course, mandat d'arrêt international. Donc si par hasard, mais la chance, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de la vie en général, Oui. de l'entreprise et des aventures en particulier. Si par hasard il m'arrivait quelque chose dans les mers du Sud, bon, donc d'un point de vue vital, il n'y avait pas trop de problèmes, mais d'un point de vue financier, c'était la fin probablement de mes aventures. Oui, c'est vrai. Et en 2006, donc l'ascension de l'Everest, hein, par la voie tibétaine. Oui. Hein, c'est ça. Donc quand même, de l'Everest, c'est 8800 et quelques Oui. mètres. Hein. Donc pareil, vous aimez la montagne, vous êtes un alpiniste. Alors oui, dans tout ce que j'ai fait, c'est vraiment la seule activité où les gens qui me connaissent Pouvez croire. considéraient que c'était à ma portée, que c'était difficile, c'était à ma portée. Je suis moniteur de ski, j'ai fait beaucoup de ski de couloir. Vous vivez en montagne? Je vis en montagne dans un petit village qui s'appelle Saint-Nicolas-de-Véros, face au Mont-Blanc. J'avais noté qu'il y avait un jeune aussi, comme vous, qui aime un jeune garçon qui a maintenant 24 ans, je crois. Mathéo Jacquemou, Mathéo, voilà, qui a gagné la Pierre à Manta. Qui est incroyable aussi. Oui. Il a commencé à 14 ans, très jeune, quoi, en fait. Donc, vous devez le connaître, effectivement. Il habite le même village. Je continue rapidement, hein, parce qu'évidemment, il faudra y revenir. Record de vitesse en 2007, en solo à la rame. Alors là, bon, ça y est, vous prenez les rames, vous traversez l'Atlantique à la rame, un peu comme Gérard Daboville, mais différemment. Là, en 36 jours, vous faites ça. Record toujours à battre. Record. Toujours, et c'est la première fois où je suis dans le Guinness Book, le livre des records. Oui, donc vous le faites 10 ans après lui, ou peut-être, oui, parce que c'était il y a au moins une dizaine d'années. Alors ça, c'était l'Atlantique Sud, mais ensuite, en 2012, je traverse sur l'Atlantique Nord et je suis le premier à faire un aller-retour. Oui, c'est ça. Voilà. J'allais y venir. Donc là, on est en 2007. En 2008, expédition en Antarctique, 130 jours en autonomie. Donc ça veut dire que vous êtes tout seul Pas tout à fait 130 jours, mais c'était c'est la seule expédition que je mène pas à son terme. Donc j'étais parti pour battre un record de vitesse sur le pôle Sud en kite-ski. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est des voiles c'est un peu similaire à des voiles de kite, mais sauf qu'on a des skis au pied au lieu d'avoir une planche sur l'eau. Oui, donc ça va un peu plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Et là, je tombe malade à mi-parcours, alors que j'étais largement dans les temps du record, et je suis obligé d'interrompre. En 2009, première mondiale, traversée du pôle Nord, Groenland en autonomie, sans ravitaillement, avec Arnaud Tortel. Donc, voilà, donc ça c'est un des trucs les plus durs, les plus dangereux, et qu'on ait pu réaliser. On est les premiers à faire une traversée autonome pôle Nord continent, nord du Groenland précisément. On part avec chacun un traîneau de 145 kg et on sort donc cette traversée en 62 jours sur la banquise. Oui, donc 62 jours, j'avais noté. Donc Arnaud Tortel, c'est aussi un fou d'expédition extrême. Alors lui, il est spécialisé sur les expéditions arctiques polaires. D'accord, très bien. Et en 2009-2010, une expédition alors en Afghanistan qui peut être assez dangereuse parce que vous êtes quand même tout près de Kaboul. Alpinisme et ski. Alpinisme, ski, et donc on skie à 20 km avec Najib Sira, qui était afghan réfugié en France au départ. On skie à 20 km du centre-ville de Kaboul. On skie au Panchir avec le commandant Yermat Khan, bras droit du commandant Massoud. Et à travers ça, donc, l'idée, là, on n'était pas dans le registre de l'exploit des premières, c'était de montrer une autre image de l'Afghanistan qu'à travers des attaques, des bombes, les talibans. Vous n'étiez pas loin quand même il y avait quand même un risque, non ? 20 km c'était plus qu'un risque. Si vous voulez, là, 20 km du centre-ville de Kaboul, à un moment, on est dans l'hôtel, dans Kaboul, et on a des talibans qui attaquent l'hôtel à la Kalachnikov. Carrément, oui. Bon, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et donc, ensuite, là, j'étais en 2009, 2010, donc c'est tous les ans, vous enchaînez. 2010, première mondiale, tour du monde par les deux pôles à la voile avec le bateau Glory of the Sea, en équipage, là, par contre. En équipage, donc départ de France, pour ceux qui voient à peu près le parcours, donc Cap Farewell, donc sud du Groenland, passage du Nord-Ouest à la voile, détroit de Bering, Pacifique, Hawaï, Nouvelle-Zélande, Antarctique, Cap Horn, retour France. C'est votre femme qui doit être contente. Elle vous voit pas beaucoup là, je pense.
Alors, oui, ceci dit, quand j'étais officier de marine marchande, j'étais plus souvent, Pareil, oui. en dehors de la France qu'aujourd'hui. Bon, j'imagine. Bon, c'est le plaisir de se retrouver aussi, hein. Donc, après, en 2011, plusieurs compétitions, hein. Vous continuez le ski, l'alpinisme, les triathlons, Ultra Trail du Mont Blanc, etc., hein. Il y a 3 ou 4 compétitions que vous accomplissez donc en 2011, hein. Alors là, c'est pas des records, mais passionné de sport et de compétition, Oui. j'adore les premières, les records en tout genre, mais je trouve ça aussi, quand on aime ça, passionnant de participer à des compétitions en essayant d'exploiter au mieux ses capacités, et même si on est au milieu du tableau Oui, ou loin des premiers. C'est pas grave. Voilà, c'était de participer. Et donc, on est en 2012 déjà, première mondiale, l'Atlantique à la rame, aller-retour, ce que vous disiez tout à l'heure, en solo, en 145 jours. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre-Neuve, les îles Canaries, etc. Donc là, ça a dû être quand même, c'est sur combien de... Sur 145 jours. 145 jours, donc c'est je pars d'Amérique du Nord, je traverse sur l'Europe, Ouais. je m'arrête pas, hein, sans assistance, descente le long des côtes africaines, les Canaries à tribord, Cap-Vert à tribord, et je repars de l'autre côté, et j'arrive aux Antilles sur un bateau. Pour situer un petit peu les choses, j'ai 1 mètre carré pour vivre. Il n'est pas très long, hein. Il fait donc, il doit faire 7 mètres grosso modo, Ouais. et donc Il est pas j'ai même pas 1 mètre carré pour vivre, parce que si on fait une loi Carrez, j'ai 0, parce que j'ai pas la hauteur sous barreau, donc j'ai pas le Oui, volume. oui. Mon Dieu, quelle horreur. Je sais pas. Et c'est le Guinness des records, là, hein. Là Vous aussi, êtes dans le oui, Guinness. donc, D'accord. En 2013-2015, donc on arrive à maintenant. En 2013, première mondiale, premier passage du Nord-Ouest à la rame en solo. 3000 km de plus 2000. Hein. Dites-nous un peu, parce que là, je suis paumée. Alors, passage nord-ouest, donc à la voile, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelques bateaux, il y en a une trentaine, grosso modo, qui sont passés là-haut, hein. Le passage nord-ouest, ça permet de relier le Pacifique à l'Atlantique en passant par l'extrême nord des États-Unis, de l'Alaska et Ouais. du Canada. Le détroit de Bering, c'est par là? Détroit de Bering, c'est la partie la plus étroite. Il y a une trentaine de kilomètres entre la Sibérie et l'Alaska. Mhm. À la rame, ça s'est jamais fait. Eh non, j'imagine. Et donc, je suis parti pour faire ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait Oui, vous terminé. n'avez pas terminé. J'ai Attention. fait 5000 Vous allez me km. faire taper sur les doigts, là. Vous avez fait déjà combien? 5000, 5000, et il vous manque 1000 1000. Donc vous allez les faire cet été. la saison d'été prochain. Et j'ai pas fait ces 1000 cet été. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu tant de glace Ah, sur la partie qui me reste à faire. c'est étonnant quand même ça, non? Bah, on ne sait pas pourquoi, à vrai dire. Donc, On parle de réchauffement et là, climatique. et là, sur la partie qui me reste à faire, c'est même pas que ça regelait vite, ça n'a jamais dégelé cette saison. Donc là, donc vous terminez, donc on est maintenant en 2015, et votre prochain défi, donc c'est la traversée du désert d'Atacama au Chili. Je ne connaissais même pas avant d'entendre parler par vous, hein. Le désert d'Atacama au Chili, qui est un des plus hauts et des plus arides du monde. Le plus C'est ça? aride, il y a toute une partie où il pleut jamais. Absolument jamais, extrêmement sec. Et là, vous allez faire 1000 km à pied En autonomie complète avec Sylvain Bazin. avec Sylvain Bazin, qui était un de vos comparses, alors. Voilà, exactement. D'accord, donc là, pareil, bon, on va en parler un petit peu. Je voulais quand même qu'on s'arrête pour écouter un petit peu de musique, parce que là, on s'essouffle, c'est absolument hallucinant. Et on va écouter un peu de musique, Charles, que vous avez choisi. Finalement, vous n'êtes pas un grand musicologue, enfin, musicien, non, mais vous aimez la musique, mais sans plus. Vous disiez, vous n'emmeniez pas tellement de CD avec vous, ou de... Non, alors quand je suis en expédition, tout est mis, pour ce qui me concerne, hein, Oui. donc pour aller au bout. Et par exemple, à la voile, quand on est en course, Oui, on est tellement sous pression en permanence, notamment il faut gérer le manque de sommeil, j'emporte rien, même pas un livre, pas de tablette, pas de musique, rien du tout. c'est fou. Alors, Après, il y a d'autres expéditions où on a plus de temps. À la rame, il faut savoir qu'on a de temps en temps du temps, parce qu'on peut, c'est pas qu'on peut pas ramer en permanence, mais quand les conditions sont pas favorables, c'est-à-dire quand on a le vent de face,
on peut pas avancer, Oui. donc il faut attendre. D'accord. Donc là, j'emporte un peu de distraction. Un peu de livres, un peu à bouquiner ou à écouter. Et là, j'avais pris le téléphone portable de mon fils aîné et bon, j'écoutais Oui, la musique vous pouviez que écouter. lui avait, Qu'il avait enregistré. avait enregistré. Alors on va écouter en fait la musique de votre fils. Exactement. Et vous savez ce que c'est au moins? Oui, donc Bon. là, je crois qu'il Qu'est-ce y que a c'est Edith Piaf, La Java bleue. Ah bon, ça m'étonne de votre fils, alors c'est bien. Oui, Et un jeune, un peu de tout. Donc, C'est bien. et je Quel crois- âge ils ont, vos enfants? lui, il a 24 ans et Ouais. les deux autres, Nelson, et les deux autres, Franz, le petit, à 17 et Grégor, celui du milieu, à 18. Que des garçons. Que des garçons, Et oui. ils sont comme vous aussi, ils aiment la compétition. Alors, ils adorent la compétition, donc ils font du ski à haut niveau. Donc, il y en a un qui est au comité Mont Blanc, en équipe de ski Oui. alpin. C'est étonnant qu'ils n'aiment Voilà. pas ça. Alors on écoute Edith Piaf, c'est ça, hein, le Ouais. premier, formidable. Merci. RVVS 96.2 Visage avec Béatrice. Alors je retrouve mon invité Charles Edrich, sportif aventurier, qui a fondé l'association Respectons la Terre, donc ça c'est vraiment pour une bonne cause écologique. Et moi je suis toujours un peu hallucinée. Et on disait une chose là un peu hors antenne, que c'était en Chine que vous étiez En Chine, Charles, oui. donc en Chine, ils n'ont pas voulu croire vraiment tout ce que j'ai énuméré là. Très Tout souvent, ce- les gens ce pensent palmarès. à un canular, hein, donc dans Oui. un premier temps, quoi, avant Oui, oui. de vérifier que ça correspond bien à une Et réalité. qu'est-ce qu'ils ont fait alors les Chinois? Donc, Ils ont vérifié. Dakar, ils adorent ça, donc ils ont vérifié que, effectivement, j'étais arrivé au bout et donc en 6e en catégorie 400, que Ouais. effectivement j'avais bien fait l'Everest. En plus, je l'avais fait par la voie chinoise. Oui. Ou que j'avais bien le record sur l'Atlantique à la rame, et puis tout le reste. Mm. Et puis à partir de là, donc ils sont venus à l'aéroport. Et puis j'ai eu pas mal de médias, j'ai le 20h et une Ouais. pleine page dans le quotidien du peuple. Vous y alliez pour chercher des sponsors à ce moment-là? Alors Un précisément, j'y allais faire une conférence pour un partenaire chinois. Ah d'accord. Alors on disait que vous alliez repartir là bientôt parce que vous revenez du Chili, du Chili Du Chili. actuel, enfin depuis quelques jours, parce que vous avez fait un peu de reconnaissance sur le terrain où vous allez retourner faire ce trek. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est une marche, une course. Oui, c'est À travers le moi je désert. dirais je dirais une expédition, une expédition, aventure. Hein. oui. Le but c'est d'être les premiers à faire une traversée en autonomie complète de ce désert. Oui, Et c'est on ça. allait On est allé au Chili, donc pour repérer évidemment le désert lui-même, et avant tout peut-être pour tester, ça paraît peut-être bête comme tout, mais pour tester notre remorque. Parce qu'on tire, comme on va être en autonomie, on tire toute notre nourriture et l'eau, et on tire Derrière. 120 kilos derrière nous. Ah oui, donc vous avez trouvé l'engin qui Ah, peut- l'engin idéal. Au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer, j'avais 10 idées en tête. Ça allait du chariot de golf, La brouette. de la brouette. Exact. Alors, je suis un spécialiste de la Ouais. brouette. Je peux vous donner toutes les marques. J'ai testé les brouettes, une roue, deux roues. Alors, une roue, ça allait pas du tout. Oui. Je les ai rallongées. Ça marche. Brouette de roue, ça allait à peu près. Oui, Rallongées. mais en poussant. Non, en tirant. En tirant, d'accord. Donc Oui, en oui, de rallongeant dos. un petit peu les bras Oui. et en les attachant à un harnais. Siège en disport, en titane, j'en ai un magnifique. Donc ça allait par des Carix, tout type des prototypes qui peuvent tout exister à essayé. droite à gauche. Et alors, juste avant de partir, je me suis rappelé, on a fait une conférence de presse, je ne l'ai même pas présentée, la remorque qu'on va prendre. Je me suis rappelé au dernier moment que j'avais un espèce d'engin de plage à 3 roues Oui. dont je me servais sur les plages du Nord. Ça s'appelle précisément un buggy de traction. Buggy, oui, ça rappelle le buggy. Et je m'en servais de ce buggy de traction. En plus, c'était vraiment un modèle enfant pour tester mes voiles de kaiski. Mhm. Et on a pris ça, mais c'est totalement incroyable. On a Adapté. fait des tests en tirant 300 kilos, même sur des chemins un peu, enfin même en tout terrain, on va dire, un peu accidenté, ça marche d'une façon extraordinaire. Donc vous avez trouvé déjà ça. Ah oui, ça c'est Ça y parfait. est, d'accord. Mais par contre, bon, il y a l'altitude, la chaleur à gérer, le jour et la nuit, les différences de température et l'eau. Alors, L'eau. comment vous faites pour tout ça?
Alors, l'eau, donc, c'est 1000 km. Il y a un point d'eau naturel qu'on est allé évidemment reconnaître Vous allez reconnaître, oui. à mi-parcours. Et vous emmenez combien avec vous? Vous disiez 100, combien de kilos? Enfin, pas... On va prendre 80 litres d'eau au départ, Oui. c'est-à-dire 4 litres par jour et par personne, Mhm. pour tenir à peu près 20 jours. Il faut 4 litres par jour dans le désert. On pense qu'on doit arriver à passer, parce qu'il faut faire attention, ce désert, c'est le plus aride du monde, Mhm. mais c'est pas non plus des chaleurs absolument épouvantables. Pour bon donner un point de comparaison, je dirais que c'est un peu comme la Grèce en plein été. Mhm. Donc c'est des chaleurs importantes, mais enfin c'est 40. pas non plus, c'est pas, on va dire, le Ténéré en... C'est des 40 degrés, choses comme ça. Voilà, je pense que c'est à peu Autour près de 40. ça. Mhm. Et puis la nuit, par contre, il fait froid. Ouais. Enfin, pas très froid, mais c'est de l'ordre de 0 degré. Mhm. Donc l'idée, c'est de marcher le plus possible aux heures les plus fraîches, Bien la sûr. nuit, Mhm. pour transpirer le moins possible. Ouais. Et en plus, on a un système pour traiter nos urines Bah pour oui, pouvoir c'est les ça. boire. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, j'avais jamais entendu parler de ça. On peut recycler les urines. Ah, ça marche très bien. Encore faut-il justement pas trop transpirer pour arriver à en récupérer. Ah oui. Parce qu'il faut savoir que quand on court, par exemple, on a parlé de rallye raid, quand on court en zone extrêmement chaude ou en montagne, c'est la même chose. On a beau boire, on n'urine pas. Oui. Donc si on en récupère, après le système est très simple. 2 bouteilles qu'on relie avec un adhésif. Dans la première bouteille, on met l'urine, on la laisse au soleil, et dans la deuxième bouteille, on la met à l'ombre. Donc, et l'urine s'évapore dans la première bouteille et va se condenser dans la deuxième. En fait, on la distille. Oui, Donc, incroyable. voilà. C'est extraordinaire. Oui, donc vous arriverez à tenir. Ah oui, avec, non, il n'y a pas avec de, ça. pas Là, de il n'y a pas souci, de problème donc, majeur. Et là, et aussi la préparation physique quand même. Donc, est-ce qu'il y a une préparation importante? Oui, donc moi je J'imagine. joue au tennis. Donc, alors, C'est une préparation, oui, comme une autre. Oui, c'est alors, un sport. sur ce genre d'aventure et d'expédition, alors il faut être en pleine forme, bien évidemment, mais c'est sur des périodes tellement longues, de mon point de vue, ça ne sert pas à grand-chose de s'entraîner d'une façon vraiment spécifique. Oui, oui. Et quand je suis en période d'entraînement, je privilégie toujours les sports qui m'amusent. Alors s'il faut faire des footings à haute dose, bon, j'en fais, Oui. mais là, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le tennis, bon, je trouve ça aimez super sympa. Donc je joue au tennis, je skie le plus possible, ski alpin. Parce que là aussi, ça m'amuse plus de dévaler, de skier que d'aller. Et il y a de la neige en ce moment là. Il y en a Vous êtes- peu, mais il y en a quand même. Mais quand même. Les pistes sont bonnes, Oui. donc à Saint-Nicolas-de-Véros. Oui, donc vous pouvez skier en ce moment. Voilà. Et puis Déjà. quand je suis à Paris, si j'ai du temps, vélo. Parce que le vélo, c'est pareil, je trouve ça plus marrant que de courir. Mais Ouais. le problème du vélo, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Donc ceux qui connaissent Longchamp, je tourne en rond autour de l'hippodrome. Moi, je trouve ça fabuleux, je trouve ça amusant comme tout. Il y a les pelotons, on rencontre toujours les mêmes gens. Oui. Les gens adorent aller vite. Bon, On a le droit d'aller. Ah bah, il y a en Attendez. permanence, à partir du moment où il fait jour, même en plein hiver, vous avez des pelotons entiers qui tournent, des amateurs, Amusant. à longueur de journée autour de l'hippodrome de Alors c'est un Longchamp. petit peu penché. Oui, un peu, il y a une comme, petite côte en plus, c'est marrant comme tout, c'est donc c'est passionnant. Mais oui, j'imagine. Donc vous rencontrez des gens. Enfin, il y a sans doute une bonne ambiance. Excellente ambiance, Ça- très conviviale, Ça, c'est Alors passionnant. les gens doivent vous poser plein de questions. Bon, ça, disons, les gens Quand qui ils me vous connaissent, connaissent. effectivement, ça les amuse, hein, donc... bon. J'imagine. Alors, mais alors quand vous allez dans le désert comme ça, quel paysage dans ce désert-là vous allez rencontrer? Fabuleux, Et fabuleux. quels animaux vous pouvez éventuellement? Il n'y en a pas, c'est Ah, il y en a simple, il n'y a rien. D'accord. Je crois qu'il y a, sur certaines parties de ce désert, il y a quelques scorpions, c'est tout. Mhm. Mais il n'y a même pas une mouche, il n'y a rien. Ah oui, Mais d'accord. par contre, paysage fantastique. Ouais. il y a des- Lunaire un peu ou Lunaire par moment, des couleurs qui varient beaucoup. Il y a des zones de sable, on va dire, blond, Mhm. des zones beaucoup plus noires, des paysages de montagne par moment,
Donc assez varié Très, finalement. assez varié, mais par rapport à varié, mais en même temps, vous avez des passages où vous avez 300 km, enfin peut-être pas 300, mais 200 km de plat de absolu. plats arides, Voilà. totalement. Oui, donc, mais dans sa tête, est-ce que vous avez une préparation aussi mentale? Enfin, est-ce qu'on doit se préparer à ça avant? Parce que la Alors- solitude, là, vous serez deux quand même, c'est déjà peut-être plus Oui. sympa. Bon, alors, si vous voulez, moi je vais vous dire que sur ce genre de choses, si on a besoin d'une préparation mentale, à la limite, c'est le meilleur des clignotants pour dire qu'il ne faut surtout pas s'engager sur ce genre de choses. Il faut vraiment que ça soit naturel. Oui. D'accord. Vous De le mon point de savez vue, au fond de vous-même, vous savez que vous allez pouvoir le faire. Vous avez déjà fait quand même pas mal de choses, donc vous vous dites que c'est faisable pour vous, cette expédition. Faisable, oui, mais pas garanti. Hein, si vous voulez, autrement, si les choses étaient certaines, mais la préparation. Bon, après, je peux parler de la façon, parce qu'on peut ressentir les choses d'une façon différente de la mienne. Mhm. Mais bizarrement, pour ceux qui me connaissent, 2 minutes avant le départ d'une expédition, c'est à la fois une force et une faiblesse. Je suis pas dedans l'expédition. Ah, d'accord. Par exemple, quand je revois, parce qu'on vient de monter un film à 26 minutes qui reprend toutes mes expéditions, Oui. quand je me revois Chasseur chasseur d'aventure, qu'on pourra voir un jour peut-être. vous pouvez On voir, peut oui, voir. qui passe sur différentes télés là, Ah bon, actuellement d'accord. et dont on se sert en conférence, en Oui, présentation. bien sûr. Donc je me revois à l'image, enfin filmé, Oui. départ Saint-Pierre-et-Miquelon, je pars pour 6 mois en solo sur cet aller-retour, et évidemment je commence à me connaître, je sais que même 5 minutes avant le départ, je ne suis pas dans Vous l'expédition. n'êtes pas dedans. Il n'y a pas une espèce vous ne refermez pas sur vous-même avec une Je peux concentration dormir, extrême. voilà. Et par contre, je monte sur le bateau et je change d'attitude. Vous y êtes. Voilà. Alors, Oui. évidemment, c'est un avantage Oui. important. Oui. C'est aussi une faiblesse en expédition. C'est que si j'ai pas, c'est pas forcément une grosse équipe en fonction des expéditions, mais s'il n'y a pas des gens avec moi qui gèrent différentes choses, j'ai une tendance à être totalement désorganisé. Donc. Justement, quand vous partez, alors vous allez partir avec ce monsieur en Sylvain expédition, Bazin. c'est Sylvain. Vous avez d'autres personnes, vous avez un routeur, ce qu'on appelle, ou un médecin, des gens avec vous qui vous, avant ou pendant, enfin, qui vont vous surveiller. Alors médecin, non, j'ai un vétérinaire. Ah bon? Ah, très bien. Alors au début, c'est un concours de circonstances, les choses Oui. se sont faites comme ça. Oui. Et puis finalement, je suis très content d'avoir un vétérinaire. Je pense que c'est particulièrement bien adapté en expédition. Pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude d'aller à l'essentiel, de soigner des choses importantes. Et puis des animaux qui ne parlent pas. Voilà. Et c'est encore plus difficile, je veux dire, pour eux, de savoir où la personne a mal. Exactement. Ça peut être plus pointu. Et cerise sur le gâteau, Oui. de mon point de vue, ils sont beaucoup moins sujets aux modes qui peuvent exister, notamment par rapport à la diététique et à la nourriture. Donc on va à l'essentiel Oui. et puis on gère quand vraiment il y a un problème important. Donc là, ils vont vous suivre de quelle manière? Comment- Ah là c'est par téléphone, hein, donc Oui, ah bon, d'accord, oui, oui, donc c'est il- tout. c'est- Le routage sur l'Atacama, c'est pas vraiment nécessaire parce que la météo est toujours identique. Ah bon? Par contre, sur d'autres expéditions, c'est totalement essentiel. L'Everest, aujourd'hui, on peut évidemment faire l'Everest sans routage, mais le routage, ça permet d'optimiser d'une façon considérable la réussite Oui. des expéditions. Mhm. Et le passage nord-ouest, on n'en parle pas, parce que sur mon petit bateau là, qui fait à rame, qui fait 160 kg, l'énorme danger, c'est de me faire prendre dans des tempêtes importantes. Donc, si j'ai un routeur que j'appelle régulièrement Oui. et qui me prévient notamment des Oui, coups alors pour tout les ça, coups ce de sont vent. des gens qui sont sur les continents, Voilà. je ne sais pas où, et derrière leur ordinateur, Exactement. et qui surveillent tout ça, et qui vous disent... Donc, ils ne sont pas à côté de vous, hein. Non, Ça, c'est sûr. maintenant, au passage D'accord. nord-ouest, C'est pas tout possible. seul. Alors, sur l'Atacama, c'est en même temps un désert extrêmement aride, enfin, c'est même le plus aride, mais en même temps, c'est quand même relativement accessible. Hein. Ah oui, d'accord. Donc là, on va avoir, si on a, dans le cadre de l'association, une équipe de jeunes de Montreuil
qui vient nous accompagner sur une expédition à leur portée en parallèle de la nôtre. Sur un certain parcours. D'accord, oui, c'est super. Donc là, ils vont pouvoir filmer ou faire... Ils filment. D'accord. On va écouter un deuxième titre, Charles, si vous voulez bien. Alors, lequel? Vous ne savez pas? De votre fils aussi? Alors, si, je crois qu'il y a Bob Marley. Ah, Bob Marley, donc ça ressemble le plus à ce qu'écouterait un jeune de 25 ans, peut-être. On l'écoute, c'est bien Bob Marley, hein? On écoute Bob Marley, merci. RVVS 96.2 Visage avec Béatrice. Eh bien, je reviens dans le studio avec Charles Edrich, parce qu'on ne dit pas Edrich, hein. C'est Edrich. Normalement, on dit Edrich, mais parce que c'est alsacien et CH, ça se prononce... ah oui, avec comme un C. Voilà, mais on va dire, j'ai modifié au grand âme de mon père et de mon grand-père à l'époque, parce que chaque fois la question se posait. Donc oui, tout le monde disait Edrich, d'accord. Charles Edrich est donc sportif, aventurier et très gentiment venu à RVVS pour nous parler de tout ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire d'ailleurs. Justement, vous parliez de votre père et de votre grand-père, parce que j'aime bien revenir sur l'enfance des personnes quand je les invite. Et vous n'avez pas parlé de votre enfance. Comment ça? Je veux dire, vos parents étaient aussi des gens très sportifs. Votre papa, est-ce qu'il vous a engagé à... Mais vous parlez au passé, il est toujours très sportif. Il est toujours très sportif. Donc, il a 80 ans donc passé, et aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, il joue toujours au tennis en compétition, et il est toujours classé. Formidable. Donc, il adore ça. Hein. Donc, il faut savoir que il faut avoir les prédispositions, la chance, etc. Et puis aimer ça. Mais on peut faire du sport à très haut niveau. Là, par exemple, j'ai très mal ou très bien, ça dépend comment on voit les choses. Démarrer l'année, je me suis fait battre par un Tchèque au tennis de 72 ans. Et pour ceux qui voient, il fait que ça. Et il est toujours classé 15-4. Oui, donc 15-4 en tennis... Bon, c'est quand même déjà du haut niveau, du assez haut niveau. Fantastique, oui. Donc jusqu'à un âge avancé, il fait toujours du ski. Mon père fait toujours du ski. De la randonnée avec. Oui, donc avec il a été. Ma mère. Vous avez été à bonne école quand même aussi. Hein. Là, par exemple, il m'a emmené sur le sommet du Mont Blanc quand j'avais 14 ans. Donc c'est pas un exploit, mais c'est quand même. Vous étiez très jeune quand même. Donc ça vous a donné envie à ce moment-là? Ou pas si jeune que ça? Non, si, déjà, moi j'étais passionné, mais jouer au foot, par exemple, je voyais bien que j'étais pas bon, quoi. Donc, j'étais pas bon. Vous aimiez le foot aussi? À tout, disons. Mais j'ai tout de suite vu que le foot, il fallait pas rêver à jouer... il fallait pas rêver à une sélection en équipe de France. Donc, donc un peu comment les choses se sont faites. Et puis c'est pareil, j'ai fait beaucoup de montagnes. En escalade... En plus, j'ai pas vraiment le gabarit pour être très fort. Mais par contre... oui, je dois dire que vous faites 1m95, c'est ça? Voilà. Pour à peine, pas 100 kilos, hein, vous faites moins de 100 kilos. Oui, alors mon poids de forme, c'est, suivant les experts, entre 80 et 100 kilos. Donc les alpinistes sont des gens plus petits, plus trapus peut-être? Pas forcément trapus. Il y en a certains, mais en général, les gens très forts en escalade, c'est plutôt des gabarits moyens ou petits et très secs. Ouais. Et j'ai pas le profil. Par contre, à l'inverse, pour ce qu'on appelle du mix, c'est-à-dire escalade, glace et compagnie, là j'ai vu que j'avais beaucoup plus de prédispositions. Et puis sur le terrain, de l'endurance, parmi les gens avec lesquels j'ai pu faire différentes choses, j'ai des prédispositions, mais il y en a d'autres. Alors c'est vos points forts quand même. Mon point fort numéro 1, et tous les gens qui m'ont côtoyé le disent, c'est l'endurance un peu, mais pas à un niveau si extraordinaire que ça. Par contre, c'est la rusticité. Où là, effectivement, c'est quelque chose en plus que j'ai toujours développé. Alors la rusticité dans le sens... Ah oui, dans le sens, expliquez-vous. Voilà, parce que ça dépend ce qu'on met derrière. Ça veut dire que vous emmenez pas une brosse à dents, c'est vrai ça? Moi, j'emmène 145 jours, j'ai rien, j'ai pas une brosse à dents, Vous l'avez pas pendant 145 jours? J'ai même pas un bout de savon. De savon. J'ai même pas. Maintenant, si, mais au départ, j'avais même pas un médicament. J'avais même pas de trousse, rien. Donc, j'avais même pas un pansement, rien du tout. Ouais.
Et rusticité dans le Oui. sens d'être capable de prendre 20 kilos, d'en reperdre 20, de manger n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Sans être malade, vraiment. Alors après, si vous voulez, j'ai toujours cultivé ça. Parce que la première expédition que je mène en Himalaya, je vois donc les Sherpas, je vois tout de suite que ce sont des gens extraordinaires. Mais contrairement peut-être à ce qu'on peut imaginer, j'ai tout de suite considéré que sur le terrain de l'endurance, ils n'avaient pas forcément des qualités supérieures aux Européens, aux Occidentaux qui aiment vraiment ça. Par contre, j'ai tout de suite, et c'est la même chose en Afghanistan, vu qu'ils avaient un avantage phénoménal par rapport à la moyenne des Occidentaux, des capacités pour vivre dans des conditions très difficiles, largement supérieures aux nôtres. Ah ouais. C'est-à-dire manger n'importe quoi, quand ils peuvent, boire Ouais. n'importe quoi, dormir très peu, dormir beaucoup. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas tellement... je dirais même c'est quelque chose qui se perd un peu. C'est considéré comme de l'endurance, ça ou... C'est deux plus choses de la différentes. rusticité, plus alors. Là. Voilà, Ce que vous appelez rusticité. Voilà, D'accord. pour moi, c'est deux choses, je dirais même qui, de temps en temps, qui peuvent s'opposer. Alors, très vite, si vous voulez, par exemple, bon, j'ai l'intention d'aller au championnat du monde, j'ai les cours sur Ironman, si je veux aller, ce que j'ai l'intention de faire au championnat du monde à Hawaï, dans ma catégorie, il est impératif que je fasse une préparation extrêmement structurée. Il ne s'agit pas d'aller faire n'importe quoi, jouer au tennis, faire du vélo, jouer au squat. Donc, mais il faut faire très très attention à son alimentation. Mais à la limite, ça va au dépend, ça va se jouer presque au dépend de la rusticité. Parce que plus vous êtes cadré sur des schémas d'entraînement extrêmement précis, sur une nourriture parfaitement organisée, Oui. plus à la limite ça va vous affaiblir, si on peut dire, à perdre sur un terrain où vous allez être obligé de vous adapter, perdre 20 kilos, manger n'importe quoi, plus avoir à manger. Donc c'est boire pas, très c'est peu, pas votre etc. truc. C'est pas votre truc de. Les deux m'intéressent, mais c'est comme mon activité principale, c'est quand même des aventures un peu, on va dire, sur des terrains très nouveaux. Il faut une capacité d'adaptation et de faire face un petit peu à ce qui se présente très grande. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ce que vous appeliez aussi rusticité, c'est le fait de pouvoir un peu se lancer sans avoir une grande préparation diététique ou par rapport à... Oui. Il ne faut à pas tout en ça. avoir une. Maintenant, après, il faut faire attention, il faut tirer parti de l'expérience. Pendant très longtemps, on m'avait dit le risque de dénutrition, si on peut dire, il n'existe pas. En tout cas, on peut manger absolument n'importe quoi sur un mois. Donc moi j'étais parti avec l'idée que si on pouvait le faire sur un mois, on pouvait le faire sur beaucoup plus. Et sur le Tour du Monde pendant le Vendée Globe, pendant 122 jours, bon maintenant j'ai corrigé un peu mon système avec l'expérience, je suis parti seulement avec des pâtes, du miel et de l'huile. Alors j'étais en pleine forme à l'arrivée, mais j'ai revu les images de l'arrivée là dernièrement, un désastre. C'est-à-dire j'ai les dents qui saignent, je suis complètement, on va dire, gris. Et là, j'étais probablement, même certainement, en train d'attraper le beriberi ou le scorbut. Oui. Voilà. Donc après, si vous voulez, il faut faire attention. Il faut faire très attention quand même, oui, c'est vrai. Même si vous y allez franco comme ça. Vous faites après, vous voyez des médecins après à vos retours pour faire Jamais. un petit peu d'examen de sang. Non. J'ai jamais fait Jamais. de check-up de quelque nature que ce soit. C'est vrai. Alors, on parlait de votre femme tout à l'heure, donc elle ne vous suit pas vraiment, bien sûr, dans les expéditions, mais enfin, elle vient vous voir. Vous avez des rendez-vous à certains moments dans les expés. Oui, donc par exemple sur le passage nord-ouest, donc il y a des petits villages esquimaux, inuits. Sur le parcours, sur 5000 km, il doit y en avoir une petite dizaine. Donc elle est venue sur 2 ou 3. Oui. Pour voir un petit peu comment ça se passe, c'est très intéressant. Alors elle doit avoir peur pour vous quand même. De quoi elle a peur? Alors elle a eu peur pendant très longtemps de deux choses. Alors il y a quelque chose, donc elle est toujours, il faudra lui demander, mais vous le savez. Je pense qu'il y a toujours le danger, parce que sur les expéditions, il y a toujours un danger plus ou moins grand. Alors maintenant, elle sait très bien que suivant les expéditions, le danger vital est plus ou moins grand. Sur l'Atacama, il n'existe pas.
ou très peu, enfin je vois pas trop ce qui peut nous arriver. Si, on peut ne pas aller au bout, on peut se tordre une cheville. La déshydratation. Oui, mais là, dans ce cas-là, on va nous chercher. Donc le danger vital, il faut pas... bon, il n'y en a pas. Quoi. Et quand vous étiez en mer tout seul à la rame... hein, il n'est pas si grand que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Le plus grand danger, ça a été les ours blancs. Oui, alors si, détroit de Bering, extrêmement dangereux. Ça serait à refaire. Partir du détroit de Bering à la rame, c'est d'une dangerosité épouvantable parce qu'on est obligé de traverser, de s'engager sur la mer des Tchouks, qui n'a aucun abri. Oui. Et en plus, il y a des tempêtes, on va dire, qu'on n'arrive pas à prévoir. Donc le danger est terrible. Maintenant, il faut savoir que ce qui reste le plus dangereux de tout, c'est quand même la très haute montagne. L'Himalaya, on peut donner un chiffre précis. Aujourd'hui, pour 10 personnes qui sont au sommet de l'Everest, ce sont les statistiques, il y a un mort. Alors vous voyez un peu, sans parler après de tous les accidents, les œdèmes, les gelures, etc. Oui, donc ça, c'est un élément qui, pour elle, évidemment, génère de la pression. Et puis pendant très longtemps, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. La pression terrible, c'était l'argent. Mais oui, c'est vrai, parce que qu'elle voyait que je dépensais. Oui. Voilà, donc pour elle, et c'était logique. Votre propre argent. Ben, bien sûr. Hein, donc il était impératif, parce que même si j'en avais un peu au départ, ça part vite. Plus, voilà, oui, j'ai dépensé 4 millions d'euros. Donc il était impératif qu'à un moment ou à un autre, j'arrive à être suffisamment convaincant pour arriver à motiver des entreprises. Et elle vous a aidé là-dessus. Aujourd'hui, il y a toute une organisation, toute une équipe, et elle a toujours travaillé depuis le début dans le dispositif. C'était ces deux grandes peurs. Voilà. Oui. Maintenant, alors un petit peu moins. Non, disons, pour ce qui est de l'argent, de toute façon, ma passion, c'est de mener mes expéditions. Oui, donc là, on arrive à convaincre. Oui. Donc là, cette partie-là est gérée, même si c'est très difficile. Elle est gérée à peu près. Et après, les expéditions, ça dépend. La Takama, non, c'est pas d'une dangerosité terrible. Par contre, ce qui me reste sur le passage Nord-Ouest, il y a quand même un niveau de risque qui reste très important. Que vous allez faire l'été prochain. En août, juillet. Donc là, il faut quand même prendre des précautions quand même. Et sinon, j'ai toujours plein d'autres questions à vous poser. Oui, je sais plus, c'est parti. Non, mais regardez la liste que j'ai, parce que je vois le temps qui passe, on va pas réussir. Donc, que faut-il... Alors non, voilà, je savais. Je voulais vous parler des baleines et des ours blancs, parce que bien sûr, quand vous êtes sur votre petite coquille de noix, parce qu'on peut dire à la rame, c'est vraiment pas beaucoup plus grand, vous avez rencontré des baleines. Non seulement il y en a plein, j'en ai rencontré, mais j'ai été soulevé... Peut-être pas des baleines d'ailleurs. Si, des baleines. Peut-être des baleines. Si. De toutes les expéditions que j'ai pu faire, je n'ai jamais été au contact de la faune, d'aussi près que sur le passage Nord-Ouest à la rame. Pourtant, je l'ai déjà fait à la voile, mais ça n'a rien à voir, parce qu'à la voile, on est sur un gros bateau. Sur plus haut, etc. Là, incroyable. Des baleines, des ours, des phoques, des belugas, des bœufs musqués, des rennes, absolument incroyable. Ils étaient intéressés par vous, ils venaient vous voir. Ils s'approchent. Une baleine qui m'a soulevé. Oh là là, ah oui. Donc c'est plus qu'intéressé, donc c'est fantastique. Mais c'est inquiétant quand même. J'imagine, vous entendiez donc leur bruit, leur en son. Permanence. Les baleines, par moment, il y en a je filme, il y en a partout autour du bateau. On peut le voir d'ailleurs sur les films que vous avez faits sur Internet. Oui, donc alors il faut savoir que souvent, là je suis sur la partie canadienne. Contrairement au détroit de Bering, souvent c'est mer d'huile. C'est-à-dire pas un souffle. Ah, oui. Soleil de minuit, de la glace, et il y a des baleines partout. Et on entend, elles font un bruit terrible, et elles sont curieuses. Donc elles viennent souvent voir ce qui se passe. Et elles soulèvent votre bateau quelquefois. Une fois, ça m'est arrivé. Ça peut arriver, mais ça peut être quand même dangereux. Alors... Si vous tombez à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ah non, oui, mais j'étais à l'intérieur. En fait, l'histoire, c'est que j'étais en train de me faire un café, puis j'entendais un souffle particulièrement près. Donc je regarde dehors, elle était le long du bateau. Et en expédition, souvent, on développe un sens, on va dire, on voit quand il risque d'y avoir un problème, un danger. Et là, je sens l'embrouille arriver. Donc, je rentre à l'intérieur, je ferme la petite porte, et je regarde, j'ai un tout petit hublot qui doit faire 10 cm², et je regarde dehors. Elle reste, et tout d'un coup, elle passe sous le bateau, et elle soulève le bateau. Oh là là. Donc, je dirais, je suis émerveillé, c'est fantastique, pas vraiment inquiet, parce que le bateau est solide.
Donc inquiet d'un point de vue physique. Oui. Par contre, je suis très inquiet qu'elle casse quelque chose. Notamment le gouvernail, par Avec la exemple, force les de- rames. Bien sûr. Et puis en fait, elle l'a soulevé et reposé aussi doucement qu'elle l'avait soulevé. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est gentil, la baleine. Oui. Bon, parce Ils qu'après, sont pas agressifs du tout. Non, j'ai discuté avec les Esquimaux, les Inuits. Je dirais même, moi j'ai vu des baleines chassées et tuées. C'est même, on va dire, triste. Oui. Parce qu'il n'y a elles se laissent tuer. Oui, c'est affreux. Ouais. C'est affreux. Affreux. Par contre, ce qui est beaucoup moins gentil, c'est les ours blancs. Et oui, on en je voit sais. beaucoup. Là, ils sont vraiment... ils attaquent. Ils peuvent attaquer. Ah bah ils peuvent. Ça, Ils peuvent c'est, attaquer disons, l'homme. on considère que l'ours blanc on considère que c'est l'animal le plus dangereux au monde. C'est incroyable. Vous êtes armé, donc, là. Ah bah impératif. Hein. Oui. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai un fusil avec du 300. Parce que si vous voulez, s'il charge, s'il attaque, il faut tirer. Hein, Tout de suite. voilà. Ouais. Et il est capable de vous suivre pendant 15 jours. Ah oui. Parce qu'il ne mange pas, je crois qu'il est capable de jeûner pendant des mois et des mois. Et quand il a quelque chose en tête, Si vous perçoit, et il est très malin, si vous perçoit comme un casse-croûte possible, donc là, il faut faire très très attention. donc vous aviez toujours, même dans votre petit bateau, votre... Ah ben, j'ai un fusil, hein, je avez dors un avec... fusil. souvent, je m'en sers comme oreiller donc, pour Oui. faire une sieste. Oui, donc là, votre femme, quand même, devait avoir un peu peur, effectivement. Hein. Et c'est vrai qu'on pense toujours à l'ours blanc, on sait que c'est un animal dangereux, mais bon, le reste, il n'y avait pas trop de dangerosité par rapport aux autres animaux. Alors, il y en a, on ne sait pas trop. Par exemple, les orques, je ne sais toujours pas. Moi, j'en ai croisé plusieurs fois, évidemment. Là aussi, ils viennent voir ce qui se passe. Oui. Ils viennent voir le... Alors, en la plus, différence est flagrante entre une baleine... Ah oui, quand on voit tout de suite. Par hein. rapport à la couleur, la forme. Ah ben, Je me souviens plus. l'orque, il est plus petit, enfin en tout cas Ouais, ceux qui un sont peu plus là-bas. petit. Et puis il avance, il souffle, enfin il est blanc avec le ventre, Blanc et enfin noir. il est plutôt noir avec le ventre blanc. Mhm. Et on ne sait pas. sait pas. Moi je sais toujours pas. Et puis j'ai filmé aussi, en général les phoques, c'est des animaux quand on est en mer très sympathiques, très curieux, ils viennent voir ce qui se passe, mais ils restent toujours à distance. Et à 3 ou 4 reprises, j'ai des phoques barbus qui font, ça peut faire jusqu'à 400 kilos, et j'en ai qui essayaient de monter sur le bateau. Et aujourd'hui, même en regardant encore les images que j'ai filmées, je ne sais toujours pas s'ils venaient pour jouer, par curiosité, ou s'ils avaient des intentions, on va dire, agressives. Ils peuvent être agressifs. Je ne sais On pas. ne sait pas, oui. Puis il y a les bœufs musqués. Les bœufs musqués, parce que mon bateau, si vous voulez, comme il est très léger, quand les conditions ne sont pas favorables ou quand il y a une tempête, je vais à terre et je le tire à terre. Oui. Et à un moment, j'entends gratter, j'étais sur une toute petite île, et il y avait 10 bœufs musqués. C'est des espèces de bisons, ça ressemble un peu, même si c'est en fait des grosses chèvres, mais ça ressemble à des bisons. Oui. Et il s'était fait coincer sur cette toute petite île parce qu'il y avait de la banquise qui avait fondu, donc ils étaient allés sur l'île, et puis la banquise avait disparu, donc ils étaient prisonniers sur cette petite île. Ah oui, et qu'est-ce que vous avez fait après alors? Bah, vous êtes reparti? Je suis reparti, donc j'ai attendu que la tempête passe, et puis je suis reparti. Quoi. Mais ils vous ont rien fait? Ils m'ont rien fait. Oui. Oui, en général, bon, l'animal n'attaque pas l'homme. Hein. Ah si, l'ours attaque l'homme. Alors, l'ours blanc. Et lui, Ouais, et l'orque, on ne sait pas trop. On a des exemples, et ça, les Inuits le disent. Comment ils sont capables, si vous voulez, de casser la banquise pour faire en sorte que les phoques posés sur la... Et puis j'oublie les morses aussi. Oui. Moi, je me suis fait, on va dire, pas attaquer, mais avec gros danger, avec 2 énormes morses qui étaient sur un bout de banquise, je les avais pas vus arriver. Enfin, c'est moi qui... Plusieurs centaines de kilos ou... Ça fait plus d'1 tonne, je crois, les gros morses. Hein, donc, Mhm. alors, les orques, ils cassent la banquise pour que les phoques tombent à l'eau pour les croquer. Ah oui. Et a priori, de mémoire d'Inuit, c'est déjà arrivé avec des Esquimaux. Avec des Alors gens. là, ça rigole pas du Oui, tout. bien donc. sûr. Oui, parce que par ces Inuits, vous aviez quand même des échos de ce qui pouvait arriver à un homme. Voilà. Un être Et puis humain. vous avez les belugas, les premiers. Quand on voit la première fois des belugas, c'est-à-dire c'est des petites baleines, c'est gros comme non, des fois elles peuvent être beaucoup plus Comme un grosses. dauphin? Oui, ça peut être beaucoup plus gros qu'un dauphin. Oui.
Les premiers qu'on voit, c'est absolument sidérant. On se demande même souvent si c'est pas l'écume des vagues, parce qu'ils sont complètement blancs. Ah, À part les enfants qui sont gris, ouais. les adultes sont totalement Et ils blancs. sont ensemble, Alors, ils nagent ensemble à plusieurs. alors là, cette année, j'en ai vu des tas, et ça devait être une zone particulière. C'était la mer avec son petit qui était gris. Et les dauphins, vous en avez vu, je Il n'y a suppose. pas de dauphin là-haut. Pas de Enfin, en tout dauphin cas, là-haut. non, j'avais pas vu. D'accord, Non. pas dans ces mers-là. Non. D'accord. Et on parle peut-être un peu plus de l'association parce Bah, avec plaisir. Parce que c'est important de le dire. Comment on peut adhérer à l'association Respectons la Terre Comment est venue cette idée d'association et qu'est-ce qui s'en occupe? Enfin, dites-nous un peu plus sur ça. Bon alors, si vous voulez, donc moi, mon idée, c'est que c'était de dire, moi au départ, je suis pas un sauvage par rapport à l'environnement, mais c'est pas du tout mon centre d'intérêt principal. Le meilleur exemple, c'est que je démarre avec le Dakar moto, Oui, le oui. motocross, etc. Vous, c'est l'aventure, le sport. Le Exactement. sport-aventure. Mais je me suis aperçu très vite qu'à partir du moment où, même si des gens comme moi n'étaient pas vraiment directement concernés ou à fond concernés par le sujet, si on est en pleine nature, on est touché. On est touché par la pollution, on est touché par la faune, on est touché par l'environnement, le réchauffement de la Terre. Et puis je me suis aperçu aussi, notamment en Seine-Saint-Denis, on va dire dans des zones un peu difficiles, si vous arrivez dans un lycée ou dans un collège, quel que soit votre charisme et votre discours sur le terrain de l'environnement, du développement durable, la probabilité d'être écouté est nulle. Est nulle. Alors que moi j'arrive avec des images extraordinaires. Oui. Comme tous les sports m'intéressent, le sport c'est quand même un véhicule. Absolument. Alors il faut faire attention que ça ne soit pas non plus discriminant, parce qu'on peut on peut ne pas aimer les sports éventuellement, il ne faut pas que ça soit une obligation. Mais pour beaucoup, c'est quand même quelque chose qui crée du lien. Oui, tout Donc à je fait. représente des trucs extraordinaires. Je fais des liens avec l'environnement. On joue au foot ou au squash ou au monde des préparations physiques. Et après, régulièrement, on mène des aventures en parallèle des miennes, des aventures à leur portée. Par exemple, là, sur la Seine-Saint-Denis, on emmène, sur Montreuil précisément, cette année, on emmène une équipe de jeunes avec un guide, Bernard Muller, avec qui j'étais au sommet, qui était chef d'expédition sur l'expédition Everest, qui les mène dans le désert d'Atacama, des nuits, des c'est nuits super. à la Belle Étoile, un sommet de 6000, et ils viennent à notre rencontre à l'arrivée. Alors là, ils vont être vraiment touchés par tout ça. Est-ce que vous allez dans les lycées, les écoles, les Oui, collèges régulièrement. On a mené des opérations sur le Mont Blanc avec des jeunes. Là, c'était des jeunes de 16-17 ans. L'an dernier, on a mené avec des plus jeunes, 13-14 ans. On les a emmenés sur les dômes du Miage à 3800 mètres. Oui, donc tout ça, ça va vraiment les interpeller, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est seul, loin de tout? Je voulais vous demander. Est-ce que sans réelle défense, est-ce que vous avez une recherche d'absolu? Est-ce que vous avez quelque chose de là qui se rapprocherait de la spiritualité? Vous vivez quelque chose de fort quand Non. on est... Non. Disons, si vous voulez, moi, j'arrive à faire abstraction. Bon, je suis pas d'être dans les éléments en pleine nature. C'est un élément de motivation et de passion Oui, bien extraordinaire. Un sommet de l'Everest. L'émerveillement les mers de la du- nature, voilà. etc. Mais après, ma motivation, elle est quand même avant tout liée à la performance. Vous êtes Je pars concentré et consacré à là-dessus. 100%. Je D'accord. pars, on va dire, sur un aller-retour. Je pars 6 mois, 145 jours dans le cas Oui, présent. oui. J'ai qu'une idée en tête, c'est de tout mettre en œuvre Oui. pour que l'expédition réussisse. Il n'y a pas d'état d'âme? Vous n'avez pas d'état d'âme? Non, dans mon cas, mais attention, vous avez des gens qui peuvent être sur le terrain de l'aventure, que ce soit en mer ou en montagne, Ou dans le désert? extrêmement forts, ou sur tous les terrains du monde, avec des approches, des personnalités totalement différentes, et être... Je pense à Éric Emmanuel Schmitt qui a raconté, cet auteur qui a raconté récemment qu'il avait rencontré Dieu dans le désert. Éric Emmanuel Schmitt. Oui, bien Et sûr. donc il a écrit un livre là-dessus. Enfin, il en a parlé même ouvertement. Et ça a été une découverte incroyable pour lui. Dans un désert où il s'était perdu d'ailleurs. Je ne sais plus lequel. Je peux vous raconter une anecdote. Un sommet de l'Everest, je suis avec Philippe Martinez,
on est ensemble au sommet. Mhm. Philippe Martinez est pasteur. C'est le premier à célébrer un culte chrétien au sommet de l'Everest. Ah oui, c'est Et c'est non seulement, on va dire, c'est ça, son métier d'être Oui, pasteur. oui. Donc on s'entend extrêmement bien, Mhm. mais il est certain que sur le terrain religieux, moi c'est vraiment pas mon truc. Donc on parle de tout, Oui. sauf de cet élément-là, Oui. parce que c'est pas du. Mais en même temps, Enfin, je veux attention. dire, je parlais pas vraiment de religion, hein, je parlais de quelque chose Oui. qui pouvait se passer en vous, un élément un petit peu extérieur qui vous toucherait particulièrement quand on voit des choses merveilleuses de la nature. Non. Vous êtes concentré sur votre... Moi, je peux vous dire, C'est je ce que vous suis faites. aussi passionné quand je suis sur un terrain de tennis. Bon, il n'y a pas le paysage, il n'y a pas les éléments, mais moi, après, il faut faire. Mon discours a toujours été, c'était la même chose quand j'étais dans l'entreprise. Quand on est sur des choses extraordinaires, Oui. c'est-à-dire, quand je dis extraordinaire, pas dans le sens spirituel du terme, mais dans la performance. Et moi, je suis dans la performance. Oui. Si vous voulez, il faut toujours, avant de penser à ses points faibles, penser à ses points forts. Mhm. Et moi, sur ce terrain-là, mes points forts, c'est d'avoir, on va dire, une très forte motivation, Mhm. une passion Oui. totale, d'être complètement dédié à ça, et puis d'avoir la chance d'avoir les prédispositions et d'arriver à m'organiser pour monter mes expéditions. Ah oui. Donc il faut la chance aussi, mais en même temps... Il la faut, beaucoup et puis après, il faut de la capacité. chance. Il faut, Bien il faut sûr. de la chance. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous animez une émission sur Radio Nova, quelquefois. Qui, C'est- alors en plus, J'ai entendu ça. oui, J'ai dépassé notre temps largement, mais il va nous arranger ça. et la Johan. chronique s'appelle Où est Charlie? Oui, c'est mais, incroyable. mais en rapport avec la bande dessinée. Oui, c'est fou. Ouais. Écoutez, et on a reçu Cabu, comme je le disais il y a quelques semaines. En tout cas, donc je vous remercie beaucoup. J'avais encore d'autres questions, hein, bien sûr. Quelles ont été vos plus grandes frayeurs, vos plus grandes joies? Mais vous ne pouvez pas y répondre en 3 secondes. Si, en 3 secondes, ma plus grande joie aujourd'hui, c'est après à peu près 10 ans de passion, j'ai réalisé plus d'expéditions et d'aventures, de tout ce que je pouvais espérer. C'est aller au-delà de, Au-delà de tous vos tous mes espoirs. rêves. Oui, c'est merveilleux. Et la plus grosse frayeur, donc ce serait Non, il y en a plusieurs, là je peux pas en oui, mettre une on en aurait trop. en avant. Les ours blancs, tout, la baleine. Bon, puis des frayeurs aussi financières peut-être. Les frayeurs financières, là, à la limite, si on peut revenir au Vendée Globe. Là, je me Oui. couche en passant le Cap de Bonne-Espérance. Je couche le bateau. Pour ceux qui connaissent, ça arrive, mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Si par hasard, je démate, je suis dans une situation très, très, très gênante. Oui, très gênante. Alors, on a dépassé notre temps. Je sais qu'il y a un film, Chasseur d'aventure, qu'on pourra voir. Hein, Qu'on peut se voir. procurer ou se procurer en DVD, peut-être. Oui, Hein. et puis un livre également Et qui un vient de livre. sortir. Oui, Charles Edrich, Chasseur d'aventure. Charles Edrich, 10 ans de sport-aventure. De Philippe Aubry, non? Enfin, Exactement. C'est ça. Donc, tout ça sont des livres qui sont sortis déjà. hein. qui vient de sortir. D'accord, Le on n'a dernier. même pas le temps de dire tout ça. Et puis l'association Respectons la Terre, donc on peut y adhérer. de On toute peut y façon. adhérer, donc avec plaisir, en Vous allant regardez regarder ça sur Internet. sur Internet maintenant, hop, c'est vite fait. Et merci beaucoup Charles d'être venu. Non, parce c'est que- un plaisir. Parce que vous êtes partout, vous avez répondu gentiment. Enfin, votre femme m'a répondu, parce que je ne vous avais pas eu en direct, mais votre femme m'a répondu gentiment pour venir jusqu'à nous. Vous connaissiez bien les Mureaux déjà, j'étais contente. Et ça nous a fait vraiment plaisir de vous avoir au micro d'RVVS et dans mon émission Visage. Moi aussi. Merci à vous, à très bientôt et surtout beaucoup de bonnes choses et MERDE pour votre prochaine expédition. Faites attention à vous quand même. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.